le fruit d'un travail collectif porté par iOS Solutions en collaboration avec Genesis et iOS Sénégal. Le manuel stratégique du tutorat pour la mobilité internationale dans l'hôtellerie et le tourisme répond à un objectif bien précis: sécuriser la montée en compétences des stagiaires dans cette perspective de partenariat gagnant-gagnant entre l'Afrique et la France. Un manuel qui se veut de référence, non seulement pour les étudiants, mais aussi pour les écoles et les établissements hôteliers. Et avec nous en studio pour en parler, Djiby Mboup, fondateur et dirigeant d'iOS et de Genesis, et par ailleurs directeur de la publication de ce manuel de tutorat. Bonjour Djiby. Bonjour Kamesh. Seyni Diouf, directeur pédagogique en charge de la direction éditoriale du manuel. Bonjour Seyni. Bonjour Kamesh. Et avec nous également en vidéo, Papa Abdoulaye Mboup, directeur de iOS Sénégal, également en charge de la direction éditoriale de ce manuel. Bonjour Kamesh. Sans plus tarder, nous allons entamer cette interview en évoquant la genèse de ce manuel. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. De base, il ne devait faire qu'une dizaine de pages. Qu'est-ce qui vous a poussé à le détailler davantage, Djiby ? Merci Kamesh pour cette belle présentation de iOS, de Genesis. Comme tu sais si bien le faire depuis la cérémonie de clôture, et je t'avais dit qu'on n'allait plus jamais se quitter. Voilà. Donc, on se retrouve là pour présenter le manuel. L'origine, tu en es témoin. Tu avais dit, je me rappelle en ces mots, à la fin de cette cérémonie de clôture, à la fin de ce panel, lors de la cérémonie, nous allons tout résumer sur 10 pages, afin que les futurs étudiants, les futures entreprises qui vont recruter des stagiaires, que tout le monde, que toutes les parties prenantes du projet ou d'un projet de mobilité internationale en quelque sorte, puissent avoir une base où se référer, etc. Mais après, vu la richesse, vu tout ce que nous avons fait sur le terrain, tous les problèmes que nous avons rencontrés et comment nous avons pu les contourner, etc., on s'est dit vraiment, ça mérite que ça soit vraiment un manuel universitaire, quoi. Et je l'ai dit, ce manuel se veut universitaire parce que tout simplement, nous avons travaillé en profondeur pour que déjà les prochaines mobilités de iOS, que ça se passe mieux, mais aussi pour que si dans le futur, une autre entreprise souhaite faire pareil qu'iOS, cette entreprise-là puisse avoir un manuel de référence. Je ne sais pas, M. Diouf, si... Oui, je pense que M. Mboup a tout dit, en fait. Voilà. C'est vrai qu'au départ, c'était une idée vraiment simple, presque synthétique, mais après, on s'est dit, voilà, pour encadrer une mobilité internationale, voilà, fallait qu'on mette en place un manuel, poser le cadre, et c'est important. Et cela va servir non seulement les stagiaires, mais l'entreprise d'accueil, c'est important, et aussi nos partenaires institutionnels. Et voilà, comme M. Mboup l'a dit, les universités, les autres programmes de mobilité aussi, parce que nous, on reste ouverts par rapport à cela. Donc, pour ma part, voilà, en tant que directeur pédagogique, il fallait structurer, organiser et sécuriser la mobilité. Oui, effectivement, comme vient de le dire M. Diouf, sur le terrain, nous avons très vite été confrontés à des enjeux concrets: gestion des stagiaires, coordination entre les acteurs, respect des cadres administratifs. Ce type de dispositif ne peut pas fonctionner durablement sans structuration. Alors, le manuel est né de ce besoin: formaliser les procédures claires et sécuriser, pour sécuriser et organiser l'ensemble du parcours. Ce manuel situe aussi le projet dans un contexte plus large, celui de la problématique de l'emploi des jeunes et du taux de chômage qui est quand même assez important en Afrique aujourd'hui. Est-ce que ce programme de mobilité internationale a vocation à se développer au-delà du Sénégal ? Bon, disons que ce projet se veut africain, c'est-à-dire s'élargir dans tous les pays d'Afrique. Et même dans les perspectives, dans le manuel, on parle de s'élargir dans énormément de pays. Et l'objectif, c'est d'être partout en Afrique. Donc, cette année, normalement, on devait s'élargir en Côte d'Ivoire. Ça ne s'est pas concrétisé. Et comme je le disais dans le manuel, ou comme je l'ai dit dans le manuel, dans 50 ans, un Africain sur deux aura 25 ans. Donc, on aura
énormément de jeunes. Et si on combine cela à un taux de pauvreté extraordinaire, pour ne pas dire catastrophique, bah écoutez, si on ne crée pas de la valeur, si on ne crée pas des formations, de l'offre, etc. Mais même avant de parler d'offre, il faut parler d'employabilité. Si on ne crée pas, si on ne met pas les conditions, on ne crée pas des conditions dans lesquelles les jeunes pourront avoir des compétences claires, nettes et précises, mais écoutez, l'Afrique va disparaître de la carte du monde parce que voilà, on aura des jeunes qui ne vont absolument rien connaître, quoi, qui ne feront rien. Donc ce projet, donc l'objectif c'est nous aussi de contrer cette montée démographique-là, donc s'élargir dans énormément de pays, les former, les faire profiter de la mobilité internationale pour qu'ils puissent repartir dans leur pays d'origine et aussi former les secteurs, surtout le secteur de l'hôtellerie, hein, ils vont apprendre ici et repartir en Afrique et les faire profiter. Bon, je ne sais pas si... Peut-être compléter. Oui, après, franchement, il y a de quoi faire. Hein, Parce qu'on a quand même une vraie problématique aussi en Afrique, c'est que la formation n'est pas forcément adaptée aux réalités du marché de l'emploi. Et voilà, c'était mon point d'attention, parce qu'aujourd'hui, avec le nouveau gouvernement qu'on a au Sénégal, donc là j'ai vu récemment qu'ils ont lancé un projet de mobilité circulaire. C'est bien, on encourage, mais il faut que cela soit encadré. Comme nous, voilà, on le fait avec notre programme privé parce qu'en fait, on a aujourd'hui la maîtrise, on a la formation adéquate, taillée pour ce type de projet-là. Donc c'est l'occasion aussi, voilà, de faire un appel, hein, parce que nous, comme Djiby l'a dit, M. Mboup, nous participons activement à la lutte contre le chômage. Donc que ce soit au Sénégal ou que ce soit en Afrique. Donc voilà, ce genre de projet vient en aide les partenaires institutionnels et le secteur privé aussi, qui peinent à recruter des bons profils, surtout dans le domaine de l'hôtellerie. Monsieur Mboup vient de le dire tout de suite, oui, mais cela implique une exigence forte en termes de structuration. Chaque pays a ses réalités administratives et institutionnelles. Pour déployer le modèle, il faut un cadre adaptable mais rigoureux. Le manuel permet justement d'assurer cette cohérence, même dans les contextes différents. Et c'est un projet qui s'inscrit dans une démarche pérenne. Pour cela, vous avez détaillé dans ce manuel votre vision pour les prochaines années à venir. Il y a notamment un point que j'aimerais éclaircir, c'est sur le point de reconnaissance inter-État d'un certificat professionnel. De quoi s'agit-il exactement ? Oui, c'est important. Quand on parle de projet de mobilité, et avant tout, en fait, c'est des stagiaires qui viennent en France pour réaliser un stage de 6 mois. Et pour moi, faut qu'on sorte du cadre informel. C'est-à-dire, c'est important pour nous, comme je l'ai dit tantôt, de structurer, organiser, sécuriser. Donc, en quoi faisant, les jeunes qui arrivent, ils sont challengés comme des stagiaires en France. Donc, en milieu de stage, ils auront une visite pédagogique, c'est-à-dire nous, on va aller sur le terrain. À la fin du stage, ils devront rédiger un rapport de stage avec, avec un certain nombre de critères. Voilà, si je peux donner les détails, hein, donc minimum 20 pages, sans annexe, voilà, où ils devront expliquer ce qu'ils ont fait. Et à la fin, il y aura un jury de soutenance composé de professionnels du métier, des membres pédagogiques et aussi le tuteur des stages. Et voilà, ils seront notés et à l'issue, chacun aura un certificat professionnel, donc il pourra présenter dès son retour au Sénégal. Et c'est important de poser ces bases-là, sinon on va partir, voilà, on sera informel et ça ne sera pas valorisant. Une question de reconnaissance. Voilà, de reconnaissance. C'est ça, voilà. C'est ça. Et donc même pour ajouter, diplôme inter-État, parce que si on prend par exemple la partie de Marie Bernadette, donc à la page 105, donc je cite, donc Marie Bernadette est clarifié un point fondamental. Les stagiaires n'obtiennent pas un diplôme d'État, mais un certificat de qualification issu de l'École nationale de tourisme,
les Marmitons, donc les 2 écoles partenaires au Sénégal, de Genesis, dans le cadre d'une démarche Calliope, parce que Genesis est certifié Calliope. Et donc, ce certificat-là et c'est important de dire peut les permettre d'entrer dans des diplômes professionnels ou de postuler à une licence ou à un master. Peut les permettre, parce que ce n'est pas un diplôme, c'est un diplôme d'école qui n'est pas reconnu. Alors, si on crée un certificat inter-État, c'est très simple, je donne un exemple. On ramène des stagiaires diplômés un étudiant qui a un CAP en cuisine au Sénégal. Cet étudiant vient en France faire un stage en France. Il fait un stage en France. Après, Genesis lui délivre un certificat d'école qui n'est pas un diplôme reconnu par l'État français. Donc, si ce jeune, et ce certificat, c'est un certificat de niveau licence 3. Si ce jeune retourne au Sénégal et, par exemple, veut partir à l'université Cheikh Anta Diop pour postuler à un master, on peut ne pas le prendre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Il faut coordonner avec l'État français et l'État sénégalais pour que ces stagiaires qui viennent en France et qui ont déjà un CAP, à la fin de leur stage, qu'on puisse leur fournir un certificat RNCP reconnu par l'État français qui, à leur retour, peut leur permettre de pouvoir postuler à un master ou en licence. Donc, l'idée à peu près, c'est ça. Et même pour aller aussi plus loin, c'est-à-dire, mais pourquoi pas ne pas créer un certificat? Et nous, l'objectif, c'est ça, créer un certificat commun, donc double compétence, reconnu et par le Sénégal et par la France, qui permettra à l'étudiant soit de rester en France, de faire un master ou une licence en fonction du niveau, ou de repartir au Sénégal et de faire pareil, une licence ou un master en fonction du niveau. Plus ou moins, c'est ça l'idée. Et on y est, on y travaille, et l'objectif d'ici 2-3 ans, qu'on puisse avoir ce certificat. Oui, Kamesh, effectivement, on l'a répété tout le temps durant ce processus. D'un point de vue opérationnel, c'est un enjeu de lisibilité et de conformité. Aujourd'hui, il existe un décalage entre les compétences acquises et leur reconnaissance. L'objectif est de structurer les référentiels et des caractères clairs pour sécuriser et valoriser les parcours. Donc, un mot revient souvent dans ce manuel, c'est le mot humain. Est-ce un aspect encore trop négligé aujourd'hui dans le milieu de la formation professionnelle et le monde de l'entreprise? Merci Kamesh pour cette question. Oui, l'humain, elle est laissée en rade. Je ne dirais pas que dans la formation, mais c'est partout quoi, dans la vie. Et pour moi, l'humain doit être au cœur. Et aujourd'hui, quand on parle de formation, on a plus l'habitude de parler de compétences, de critères, sans pour autant parler de l'humain. Sans pour autant parler de celui qui, si cette personne-là ou si cette personne-là n'existait pas, on ne pourrait pas parler de formation. Et pour moi, c'est l'humain. Bon, c'est un peu mélangé, mais là, je reviens sur Biram Gueye, qui, dans le chapitre 9, d'ailleurs, c'est le moment de le remercier. Je l'appelle affectueusement Tonton Biram, donc qui, lors du panel, a été extraordinaire. Et ce qu'on a oublié de rappeler est que ce manuel, une petite parenthèse, c'est le panel que nous avons, le panel lors de la première, lors de la cérémonie de la première promo, c'est ce panel-là que nous avons résumé et nous avons ajouté notre expérience personnelle. Donc, dans ce chapitre-là, Biram Gueye nous parle de l'humain. Donc, Biram Gueye nous parle du leader humaniste, la forme la plus élevée du management. Et je cite très rapidement, l'apport le plus puissant du discours de M. Biram Gueye est sans doute sa vision du leadership humaniste. Et ce leadership repose sur la sincérité, la bienveillance, la responsabilité, le respect, l'exemplarité et la capacité à élever les autres. Il prend l'exemple sur M. Hamidou Sow, qui était un des panélistes, qu'il décrit comme le manager de cœur. Alors, il dit, le leadership humaniste, c'est ce que les tableaux Excel ne verront pas. Et c'est tellement vrai. Il explique que l'entreprise est un lieu de performance, certes, donc ce que je te disais tout à l'heure, on se fiche plus sur la performance et on laisse l'humain en rade. Donc il dit,
Il explique que l'entreprise est un lieu de performance, certes, mais qu'elle doit être aussi un lieu de justice, de gentillesse, d'écoute, de reconnaissance et d'humanité. Ce leadership, dit-il, sera la compétence la plus recherchée dans les 10 prochaines années. Et je termine par là. Un leadership humaniste dans le cadre du tutorat implique des feedbacks constructifs, une exigence juste, une reconnaissance explicite et une gestion équitable. Et là, on parle que de l'humain. Donc, c'est pourquoi, puisque c'est un manuel qui se veut universitaire, c'est un manuel qui se veut pluridisciplinaire, donc on met l'humain au cœur et on dit, tuteur, écoutez bien, je vais le faire comme ma grand-mère le faisait. Quand vous tutorez quelqu'un, il faut passer d'abord à l'humain. Voilà. Et ensuite, on parlera de la performance. Voilà. Oui, je pense qu'il a tout dit. Hein. Et aujourd'hui, pour répondre directement à ta question, l'humain, il est souvent négligé dans ce type de processus. C'est pour ça que j'ai vu ça aussi dans le manuel, vous proposez un suivi psychologique oui, des étudiants. Et ça, voilà. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent dans les formations. Et on ne le met pas en avant, excusez-moi, parce que voilà, je pense qu'on parle beaucoup de compétences techniques, de résultats, de chiffres, comme l'a dit. Voilà, c'est cette logique-là. Mais nous, en fait, parce qu'il faut se rappeler, derrière chaque stagiaire, c'est un jeune. Avec ses émotions, avec ses repères. Et dans notre cas, en fait, la plupart des jeunes, c'est leur premier voyage. C'est ça, et puis ils sont dépaysés. Voilà, ils sont dépaysés. Il y a des enjeux qui sont très importants. Donc, il faut être en mesure à la fois de les suivre côté professionnel, mais côté humain, il faut être là. Et voilà, aujourd'hui, je pense que c'est notre particularité, c'est la particularité de cette mobilité avec Genesis et AYOS. Nous, on a installé les bases. Donc, il y a un suivi professionnel, les compétences, les résultats, mais il y a un suivi humain qui est là. Donc, il faut être à l'écoute. Il faut savoir répondre à leurs questions, des fois qui peuvent être basiques, mais voilà, c'est des questions légitimes. Et nous, en tout cas, on ne prend pas le risque de mettre en second lieu l'accompagnement humain. Donc aujourd'hui, l'accompagnement humain, il est au centre de notre mobilité. Monsieur Diouf, il vient de le dire tout de suite, sur le terrain, l'humain est un facteur de stabilité. Un stagiaire bien encadré s'intègre mieux, comprend mieux ses missions et limite les erreurs. L'accompagnement humain est donc un levier de sécurisation du dispositif. Je rebondis un petit peu sur cette notion de dépaysement dont on parlait, puisque ce manuel vise aussi à accompagner l'adaptation aux cultures d'entreprise. Quels ont été un peu les retours des étudiants par rapport à ce sujet-là? Est-ce que les différences étaient vraiment marquées? Oui, parfois. Parfois. Nous, on a eu la chance d'atterrir en région parisienne, en Île-de-France. Mais vous imaginez un jeune qui quitte le Sénégal et qui est directement affecté à Rocamadour, par exemple. Donc, c'est une ville que moi, j'ai connue lors des visites. Ou à Cahors. Donc, voilà. Donc, c'était pas trop évident. Il y a le mal du pays qui peut arriver. Il y a un changement de culture. Donc, et malgré tout ça, je tiens aussi à le solliciter et à les féliciter parce que j'avais fait un rappel lors du panel. Voilà, c'est des jeunes qui sont ambitieux et c'est des jeunes qui sont braves. Donc malgré tout ces péripéties, ils sont là. Ils veulent tout donner côté professionnel et côté humain aussi. Donc je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, alors, culture d'entreprise. Écoutez, il faut le dire, sans gêne. On a nos réalités, que ce soit en Afrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, on a nos réalités. On a une culture d'entreprise peut-être différente de celle qu'on a en France ou dans d'autres pays européens. Et pour ces jeunes, il faut comprendre que c'est des jeunes qui ont fait des stages. Certains ont eu à faire des CDD. Donc, ils ont été déjà dans le milieu professionnel sénégalais. Donc, ils viennent en France
pour certains, comme M. Diouf vient de le dire, ils n'ont jamais voyagé de leur vie. Donc, ils viennent, ils trouvent, ben, écoute, il y a une différence, quoi. Donc, nous, alors, j'y reviens, d'où le manuel stratégique du tutorat pour la mobilité internationale ou pour l'hôtellerie. Le titre, c'est ça. Donc, manuel stratégique du tutorat pour la mobilité internationale dans l'hôtellerie et le tourisme. D'où ce manuel, parce que tout simplement, on y parle de culture d'entreprise, on y parle de comment. Et là, c'est le tuteur, et on va en venir plus tard, je sais, mais c'est le tuteur, c'est l'apport du tuteur qui est important. Parce que en fait, eux, ils reçoivent des jeunes qui viennent du Sénégal, et très prochainement de la Côte d'Ivoire, avec une culture différente, une culture d'entreprise différente. Certes, les jeunes doivent s'adapter, parce qu'eux aussi, ils ont des cours d'acculturation, on les forme, etc. Certes, ils doivent s'adapter, mais pour moi, l'adaptation doit se faire au niveau du tuteur. C'est à lui de se dire, écoute, ils viennent d'un autre pays, ils ont une culture d'entreprise différente, et les accompagner. Un accompagnement 2 mois, et même, genre, on en parlera après dans le rituel du tutorat, mois 1, observation, mois 2, coaction, etc. Donc, on verra ça. Donc, c'est dans ce premier mois-là où c'est de l'observation, où le tuteur accompagne le stagiaire pour qu'au bout de 30 jours, que le stagiaire puisse intégrer à 80% la culture d'entreprise française ou la culture de l'entreprise qui l'accueille. D'où l'aspect humain qui est très important. Effectivement. Effectivement, M. Diouf et M. Mboup, ici présents, l'ont dit. Hein, les retours ont permis d'identifier des points de friction, adaptation, organisation, compréhension des attentes. Ces éléments ont été intégrés dans les procédures. Aujourd'hui, ils servent de base pour anticiper et mieux encadrer les parcours. Alors, ce manuel, je le disais un peu en introduction, n'est pas uniquement destiné aux tuteurs et aux étudiants. Il constitue aussi un cadre de gouvernance pour les écoles et les établissements hôteliers. Est-ce que vous avez eu un retour de ces institutions, de ces structures? Alors, 3. Finalité institutionnelle. Garantir un impact collectif durable. Ce manuel n'est pas uniquement destiné aux tuteurs. Il constitue un cadre de gouvernance pour les écoles qui doivent préparer les étudiants aux exigences. Alors, j'ai un problème avec les X. Donc, vous comprenez. Exigences du terrain, développer les soft skills, introduire la gestion des aléas et structurer l'accompagnement pédagogique. Donc, ça, c'est des problèmes auxquels on a été confrontés. Surtout les soft skills, très important, on a été confrontés. On s'est rendu compte que les étudiants sont extraordinaires. Techniquement, ils sont bien, mais l'humain, ce qu'on disait tout à l'heure, sur les soft skills, il y avait des problèmes. Alors, destiné aussi aux hôtels, qui doivent organiser le tutorat, former le tuteur, prévoir des temps d'échange, faciliter la polyvalence et reconnaître les efforts. Mais pour qui? Pour les institutions, consulats, ministères, agences, organismes d'État, qui doivent garantir les conditions administratives, sécuriser les parcours, protéger les stagiaires et valoriser leur réussite. Donc, ce manuel s'adresse à toutes ces entités. Alors, si on revient maintenant, si on revient à la question, est-ce qu'on a eu des retours? Oui, on a eu des retours. Et ces retours, je pense que je vais laisser M. Diouf en parler. Oui, effectivement, par rapport aux retours, je pense que c'est la raison pour laquelle on a mis du temps pour sortir le manuel. Parce que, comme il a rappelé, on devait le sortir début décembre, mais on a mis du temps pour intégrer tous les retours. Parce que c'était important d'avoir tous les retours de nos partenaires, que ce soit les partenaires professionnels, nos partenaires institutionnels, consulats et ministères et autres. Et puis voilà, nos partenaires universitaires, c'est-à-dire les écoles avec qui on travaille. Donc on a on a noté tout le retour. On en a discuté à travers des bilans. Et on les a intégrés dans le manuel. Donc, et c'était important aussi parce que nous, on est dans l'amélioration continue. Et c'est important quand on parle de mobilité. Donc, il faut à chaque fois s'améliorer, prendre en compte les enjeux du terrain, les enjeux du moment pour que, à l'issue du stage, que ça a un sens pour les stagiaires.
Oui, mes confrères l'ont dit, hein, les établissements et les écoles avaient besoin d'un cadre plus lisible. Alors, le manuel permet de formaliser les rôles, les responsabilités et les interactions entre les acteurs. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on se concentre à présent sur la contribution de chacun, parce que ce manuel est le fruit d'un travail collectif. J'aimerais que du coup chacun explique ce qu'il a apporté à son élaboration en fonction de son rôle. Donc JB, tu as porté la direction de ce manuel. Quelle a été ta démarche pour transformer une expérience de terrain en un modèle structuré et reproductible? Merci beaucoup, Kamesh. J'étais en train de rechercher. Alors, moi, je suis très focus manuel. Alors, on va aller sur la page l'équipe rédactionnelle. Alors, Djiby Mboup, directeur rédactionnel. Moi, je me suis occupé donc de toute la partie stratégique. Mouché Seyni Diouf, qui est le directeur pédagogique, donc lui, il s'est occupé donc, de tout ce qui est académie, évaluation des compétences. Et M. Papa Abdoulaye Mboup, qui lui a formalisé les mécanismes, structuré les procédures, etc. Alors, donc ça, c'est dans le grand ensemble. Alors, moi, pour ma partie, qu'est-ce que j'ai fait? Écoute, comme je l'ai dit, 60% du manuel est composé du panel de mobilité et 40% de nos actions terrain. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Par rapport aux actions terrain, on a pris les réussites, on a pris tout ce qu'on a pu rencontrer sur le terrain, les problèmes, comment on a fait pour les solutionner, etc. Donc, c'est toute cette partie-là que j'ai pris et j'ai pris la vision globale que j'ai traduite, plus j'ai structuré le panel avec Papa Abdoulaye Mboup. Donc, nous avons structuré le panel pour, après, le problème majeur qu'on avait par rapport au panel, c'est-à-dire il fallait prendre le panel et que ça soit cohérent par rapport au projet. Parce que oui, le panel, ils y parlaient d'exemplarité, certes, mais chacun avait un sujet bien défini. Mais comment faire pour que le sujet du manuel puisse être cohérent avec le panel, avec les thèmes de chaque panéliste? Donc le problème était plus là. Donc et d'ailleurs, ça nous a pris énormément de temps pour qu'on puisse structurer tout cela. Bon, voilà. Donc, pour ma part, c'était ça. Après, M. Diouf? Oui, pour ma part, en tant que directeur pédagogique, nous avons fait un choix fort, c'est-à-dire considérer le manuel comme un véritable outil pédagogique. Donc, ça nous permettait de sortir de l'informel. Et la première étape, en fait, elle est fondamentale, c'est la sélection. Donc, quand je parle de sélection des stagiaires et sélection des écoles avec qui on travaille. Faut savoir que tous les profils ne sont pas adaptés à une mobilité internationale. Donc, c'est important parce que faut qu'on soit très pointilleux par rapport aux critères. C'est-à-dire nous évaluons les compétences techniques, mais aussi le comportement. Donc, il y a la motivation, il y a la capacité d'adaptation et la motivation. Donc, tout ça, c'est des critères que nous évaluons lors de la sélection. Et c'est important de le mettre en avant. Et je le dis toujours, une mauvaise sélection peut fragiliser tout le parcours. Voilà, aujourd'hui, des fois, on peut se tromper sur un profil. Mais comme je le dis, on est dans l'amélioration continue. Donc l'année dernière, on avait peut-être des petites erreurs. On les a corrigées dans cette promotion 2026. Donc pour ma part, il fallait que, pédagogiquement, que je pose ces bases-là pour qu'on puisse avoir des résultats concrets sur l'aspect professionnel et sur l'aspect humain aussi. Et ensuite, nous travaillons sur la préparation en amont, c'est-à-dire la préparation technique, la préparation comportementale, c'est important, et la préparation culturelle. Donc, et là, c'est l'humain qui revient dans ce manuel. Et pendant les stages, nous mettons en place un suivi régulier. Donc, on ne les laisse jamais seuls.
c'est notre souhait et c'est notre engagement vis-à-vis des stagiaires. Comme je l'ai dit, en fait, certains voyagent pour la première fois. Donc, il faudrait qu'on mette en place un suivi et créer un lien de confiance avec l'entreprise d'accueil. Parce que c'est important. Pour que l'entreprise d'accueil ou le tuteur en entreprise puisse nous remonter ce qui ne va pas, il faut qu'il y ait un climat de confiance. Et nous, de notre côté, on va prendre tous ces points-là pour faire des points réguliers avec les stagiaires, parce qu'on a des points hebdomadaires avec chaque stagiaire pour voir comment ça va, pour voir comment ils évoluent. Et ensuite, à la fin, on mettra en place, comme j'ai dit, un rapport final. Et avant cela, j'ai oublié de le mentionner, c'est l'occasion de remercier Madame Marie-Bernadette qui gère la phase d'intégration avec les stagiaires. Avant qu'on les affecte dans les hôtels, ils ont un tampon, c'est-à-dire ils passent 2 journées en Île-de-France avec Marie-Bernadette et avec toute l'équipe AYOS, où Marie réalise un cours d'acculturation. Donc pendant 48 heures, impose les bases théoriques parce que c'est important aussi. Et lors de ce cours, elle donne un certain nombre de critères, un bagage intellectuel qui va les permettre tout au début de s'adapter. Et 15 jours après, il y aura un rapport d'étonnement qu'ils devront faire et envoyer à Marie. Et ce rapport, c'est Marie qui gère cela de A à Z. Et ensuite, moi, j'arrive avec mes expériences universitaires pour les challenger sur le rapport final et la soutenance. Alors, pour le travail collectif, mon rôle a été de traduire la vision et la pédagogie en procédures concrètes. L'objectif était de rendre le dispositif opérationnel et sécurisé. Et Monsieur Diouf, il vient de le dire, nous avons structuré le dispositif en étapes: sélection, préparation, intégration, suivi et évaluation. Chaque étape est encadrée par des règles précises et des outils de contrôle. Cela permet d'assurer une continuité et une cohérence sur l'ensemble du parcours. Je vous remercie. Papa Amdoulaye Mboup, sur les aspects opérationnels, comment avez-vous structuré les procédures et sécurisé le dispositif, notamment dans un contexte international ? Dans un premier temps, nous avons identifié des établissements capables de préparer les étudiants aux exigences réelles du terrain, notamment dans les métiers de l'hôtellerie, du tourisme et de la restauration. L'objectif était de garantir une base solide en termes de savoir, mais aussi de savoir-être, et de savoir-faire, de savoir-être. Ensuite, la sélection s'est appuyée sur une analyse qualitative, la qualité des formations, l'adéquation des programmes avec les standards internationaux, ainsi que la capacité des écoles à accompagner les étudiants dans une logique de mobilité encadrée. Enfin, cette démarche s'est inscrite dans une logique de partenariat durable, en intégrant une coordination étroite entre les écoles, les hôtels et les institutions. L'objectif n'était pas seulement de sélectionner les écoles, mais de construire un écosystème cohérent, garantissant la réussite du parcours des stagiaires. Monsieur Diouf et Monsieur Mboup l'ont clairement expliqué tout de suite. La sélection des stagiaires s'est déroulée selon un processus rigoureux et structuré, visant à identifier des compétences techniques, mais aussi un potentiel humain et professionnel. Dans un premier temps, nous avons procédé à une présélection sur dossier en analysant le parcours académique, la motivation et la cohérence du projet professionnel des candidats. Ensuite, des entretiens individuels ont été organisés. Ils ont permis d'évaluer des dimensions essentielles comme le savoir-être, la discipline, la capacité d'adaptation et la motivation à évoluer dans un environnement international exigeant. Alors, nous avons également accordé une attention particulière aux soft skills, notamment la gestion du stress, la communication et l'attitude professionnelle qui sont déterminantes dans les métiers de l'hospitalité. Le tutorat repose sur 3 piliers: savoir, savoir-faire et savoir-être. Quels conseils donneriez-vous pour développer ces 3 dimensions en seulement 6 mois ? Très bien, merci Kamesh. Pour les conseils, je vais demander aux stagiaires, aux futurs stagiaires de lire le manuel. Alors, le savoir, c'est ce qu'on apprend à l'école. Donc, la théorie, comment on fait un checking d'un client, comment on fait le check-out d'un client, ça on te l'apprend à l'école.
Maintenant, le terrain est autre chose. On te l'apprend à l'école, tu prends via une vidéo ou via un fichier PDF, tu viens dans le terrain, tu viens à l'hôtel, tu fais face à un jeune qui t'insulte. Il t'insulte, je veux ma chambre, fais vite. Tu prends trop de temps. Tu es en panique, il t'agresse. Comment tu dois te comporter? Ça, c'est le savoir-faire. Donc, c'est pourquoi, sans plus tarder, je vais parler de M. Hamidou Sow, où, à la page 85 ans, donc, où il nous parle du terrain, comme lieu où la théorie rencontre la réalité. Ce que je disais tout à l'heure. Donc, l'une des forces de son discours est son réalisme. Il rappelle que les étudiants arrivent avec un bagage théorique solide, mais ce bagage doit se confronter au quotidien professionnel, qui n'est ni linéaire ni prévisible. La théorie donne les savoirs, le terrain révèle les compétences. Dans un hôtel, chaque journée est un ensemble d'éléments, parfois maîtrisables, parfois totalement aléatoires. Un groupe qui arrive 2 heures en avance, une panne technique en pleine soirée, un client très pressé ou un client qui t'agresse. Donc, comment faire pour faire face à cela? Ça, tu ne l'apprends pas à l'école. Oui. Là, c'est le savoir-faire, c'est le terrain. Et je finis avec M. Sow. Il insiste, il dit, c'est dans ces moments d'imprévu que l'on voit qui est hôtelier et qui ne l'est pas. Donc, le tuteur dans ces situations n'est pas seulement un accompagnateur technique, mais un guide émotionnel et stratégique, un garde-fou, un stabilisateur. Donc là, sur la partie savoir-faire, le savoir-être. Bon, le savoir-être, c'est très important. Et M. Birame Gueye en parle à la page 120, avec les soft skills dont je parlais tout à l'heure. Donc, il nous dit, M. Birame Gueye structure les soft skills en 4 piliers. A, connaissance de soi. B, relationnel et intelligence émotionnelle. C, action et efficacité. D, dimension cognitive. Et là, ce qu'il nous dit, c'est très important. Les soft skills représentent, selon lui, 80% de la réussite professionnelle. Donc, les soft skills doivent être observés, évalués, documentés et valorisés dans la certification. On peut parler de l'intelligence collective et de la mobilisation des réseaux. Hein. Donc ça aussi, on parle de soft skills. C'est-à-dire, une fois que, par exemple, tous les stagiaires qui font partie de la promo 1 ou promo 2 peuvent se regrouper, créer des alumni, développer des réseaux professionnels. Donc tout ça contribue à éveiller, à développer ces soft skills. Voilà. Je pense qu'il a tout dit, hein, mais je reviens sur le nom du manuel. Donc, on parle de manuel stratégique et en 6 mois, il faut être stratégique. Voilà, c'est un environnement, je pense, des fois qui peut être hostile, mais voilà, ils sont dans un cadre professionnel. Et moi, pédagogiquement, en fait, c'est de faire en sorte que les stagiaires comprennent assez rapidement ces 3 principes. Donc, le savoir, on donne les bases essentielles. Le savoir-faire, en fait, il faut qu'ils apprennent par le terrain. Donc, comme ce qu'il a dit, en fait, il y a des moments d'imprévu. Le client, il est roi, il faut faire avec. Voilà, des fois, le client peut être peut-être mécontent. Il faut être en mesure de le gérer. Et ça, on l'apprend dans la pratique. Et le savoir, être accompagné au quotidien. Et donc, souvent, dans la réalité, c'est souvent le savoir-être qui fait la différence. Donc, dans le terrain. Et à chaque fois, j'aime bien donner cet exemple à mes étudiants. On peut être talentueux si on n'a pas la discipline, on ne va pas faire de résultats. Donc, si on n'a pas la bonne attitude, si on n'a pas une capacité... Ça, c'est la posture voilà. professionnelle. Et ça, faut le mettre en avant pour les jeunes. Donc, il n'y a pas que le talent. On peut être un excellent réceptionniste, vous maîtrisez les bases informatiques, la gestion du paiement, le check-in, le check-out. Mais derrière, s'il n'y a pas de discipline, voilà, vous ne serez pas gardé, vous n'aurez pas une promesse d'embauche, vous ne ferez pas long feu dans ce poste. Et ça, pour moi, il faut le mettre en avant. Et là, comme dans cette mobilité internationale, des fois, l'aspect professionnel, comme Djibi l'a dit tout à l'heure,
la culture d'entreprise au Sénégal et en France, voilà, ce n'est pas les mêmes exigences. Donc il faudra donner assez rapidement pour qu'ils soient plus opérationnels dans les 6 mois. Il faut leur donner ces bagages professionnels-là, c'est-à-dire être discipliné, avoir une bonne attitude, être ponctuel, voilà, pour qu'ils puissent être déjà bénéfiques au niveau de l'entreprise et bénéfiques aussi au niveau de iOS Solutions. Oui, sur le plan opérationnel, ces 3 dimensions, à savoir le savoir-faire et le savoir-être, doivent être encadrées. Nous avons structuré une progression pour éviter les déséquilibres et garantir une montée en compétences cohérente. La finalité de ce manuel de tutorat, elle est triple, elle est pédagogique, oui, organisationnelle et humaniste. Est-ce que vous pouvez un petit peu me développer ces objectifs ? Alors, pédagogie, je vais... La pédagogie, c'est-à-dire qu'il faut structurer la montée en compétences. C'est important. Donc, il faut qu'on transforme le manuel en vraie montée en compétences. Et voilà, nous, on n'accompagne pas une mobilité, mais on accompagne un parcours professionnel. Donc, et pour moi, voilà, tout repose sur l'aspect pédagogique, parce que je pense que c'est la base. Et ensuite, on va développer l'aspect organisationnel et l'aspect humaniste. Alors, merci M. Diouf. Donc, l'aspect pédagogique et l'aspect organisationnel ont un lien. Et le lien, c'est quoi? Donc, c'est l'aspect organisationnel qui pose les bases. Donc, c'est comme une autoroute à péage et une voiture s'y met. Donc, l'autoroute à péage, on peut dire que c'est la finalité organisationnelle. Et la voiture, c'est la finalité pédagogique. Alors, manuel, page 55. Donc, une finalité organisationnelle. Pourquoi je dis que la finalité organisationnelle et l'autoroute à péage, c'est très simple. Parce que là, en fait, ça permet de phaser, de mettre les différentes étapes sur lesquelles que ce soit les tuteurs et les stagiaires qu'on doit mettre en place pour qu'eux, ils puissent s'y mettre en fait. Donc là, par exemple, on peut parler de 4 phases concernant l'intégration du stagiaire. Donc de l'intégration à la maîtrise validée. Donc on parle de la phase 1, on parle de l'observation. Donc le stagiaire observe les pratiques, donc quand il vient d'arriver, sans pression de performance immédiate. La phase 2, exécution accompagnée. Réalisation des tâches sous supervision directe. La phase 3, autonomie progressive. Responsabilité partielle avec contrôle régulier. Et la phase 4, maîtrise validée, autonomie complète sur les missions prévues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contenant, c'est la pédagogie, mais comment le contenant doit être pratiqué, comment le contenant doit être appliqué, c'est l'organisation qui puisse le permettre. Et aussi, ça permet au tuteur de ne pas faire n'importe quoi. Et on a mis en place des outils. Il te parlait tout à l'heure du rapport d'étonnement. Mais aussi, il y a des évaluations intermédiaires, des observations du tuteur, des tableaux de progression que nous mettons en place. Et par exemple, les tableaux de progression, on te met semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Le tuteur, chaque semaine, il écrit ce qu'il observe. Et sur chaque tâche donnée, quelle note il lui donne la première semaine, quelle note il lui donne la deuxième semaine, etc. Donc ça permet d'avoir une montée en compétences calme, progressive, mais qui va permettre au final aux stagiaires d'avoir des compétences maîtrisées. Donc là, c'était la partie organisationnelle. Et on a la partie humaniste. Je te disais tout à l'heure, placer l'humain au cœur. Et donc, Sylvain Paghesi, qui est le recteur de la Scaletta, qui faisait partie des panélistes que je remercie énormément cette année. Et je pense qu'il a 6 stagiaires. Il a recruté 6 stagiaires dans son groupe. Donc là, il nous dit l'exemplarité est la première forme de leadership. Donc, pour te dire comment c'est important l'humain. Et là, il nous dit, je cite en quelques passages, et voilà. Donc, le tutorat n'est qu'un mécanisme technique. C'est avant tout une rencontre entre 2 personnes, 2 cultures, 2 parcours, 2 histoires.
c'est une relation qui peut changer une carrière, qui peut changer une vie. Le tutorat est humaniste car il repose sur la bienveillance et l'exemplarité. Voilà. Donc, c'était ces trois finalités. Ce sont ces trois finalités que nous avons pas jugées nécessaires, mais que nous avons décelées après avoir mis en avant. Voilà. Dans le manuel. Oui, Kamesh, merci pour cette question. Ces trois dimensions permettent de structurer le dispositif. Elles garantissent à la fois la qualité de la formation, l'organisation du système et la sécurisation des parcours. Il y a un point très important aussi et qui complète un peu le côté humain, c'est que ce manuel joue également un rôle de prévention. Concrètement, comment est-ce qu'il protège à la fois les étudiants et les établissements ? Merci Kamesh pour cette question. Et donc, puisque je suis très focus manuel, la page 70, le chapitre 5, architecture stratégique du tutorat. Cette partie nous permet de pouvoir clarifier les rôles de chacun, ce qui va permettre de pouvoir protéger et le stagiaire et le tuteur. Et donc là, on peut en prendre quelques... Et toujours, je le dis, on est dans la continuité de la finalité organisationnelle. Donc le rôle du tuteur, une fonction pivot multidimensionnelle et stratégique. Donc le tuteur est au centre du dispositif. Il occupe 4 fonctions majeures: technique, pédagogique, culturelle et évaluative. Donc là, le tuteur, si on lui met un cadre clair, net et précis, il pourra accompagner le stagiaire sans pour autant dépasser les limites, dépasser les cadres et que le stagiaire aussi puisse apprendre. Et donc là, je donne juste 4 étapes. Là, on parle de la progression pédagogique. Un parcours d'apprentissage structuré. Excusez-moi. Donc, un stage réussi n'est jamais un enchaînement désordonné de tâches. Il doit suivre une progression pédagogique et cohérente. Donc, là, on parle de temps d'action et d'intégration. -1. Objectif: familiariser le stagiaire avec l'environnement, expliciter les règles, activer les réflexes d'observation, créer un climat de confiance. Pourquoi? Parce que le -1, il peut penser qu'il a un VR de nuit, parce que moi, mes VR de nuit, je les forme sur 3 jours. Soit je te forme, bon, ça, je ne devrais même pas le dire, mais bon, je te forme sur 3 jours, tu maîtrises le logiciel sur 3 jours, tu ne maîtrises pas le logiciel sur 3 jours, tu n'es pas capable de travailler avec moi, écoute, je prends quelqu'un d'autre, parce qu'on n'a pas le temps, on est pressé. Alors, le tuteur, il peut être tenté, il se dit c'est un stagiaire, écoute, on va lui mettre la pression, qu'il maîtrise les logiciels, le travail, le système en 2-3 semaines. Alors là, on lui impose, ou on le suggère plutôt, de prendre 1 mois pour familiariser le stagiaire avec l'environnement, d'expliciter les règles, d'activer les réflexes d'observation, de créer un climat de confiance. Ensuite, le -2 et le -3, on lui dit, c'est le temps de coaction. Tu fais, il fait. Mais tu ne fais pas faire. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ici commence le véritable apprentissage actif. Le tuteur devient un guide qui montre, qui explique et fait pratiquer. Donc, la réception, la restauration, etc. Le stagiaire apprend par le geste en étant progressivement responsabilisé. Ensuite, on a le temps d'autonomisation progressive, -4 et -5. Objectif: autonomie, polyvalence, gestion des aléas, etc. Le tuteur s'efface légèrement. Il est dans le bureau, mais il écoute. Voilà. Mais reste un point essentiel. Donc, ensuite, on a le temps de l'autonomie complète, -6. Tu vois? L'autonomie complète correspond à la capacité du stagiaire à réaliser des missions de manière indépendante en respectant des standards professionnels de l'établissement. Donc là, on arrive vraiment à la fin du stage où le stagiaire, durant 6 mois, a pu de manière progressive apprendre
à gérer une réception, à gérer une cuisine. Et au bout du 6e mois, il est complètement autonome. Il peut rentrer tranquillement au Sénégal et peut-être même gérer un hôtel ou être un deuxième chef dans un restaurant ou un hôtel. Donc, avec ces différentes phases dont je viens de t'expliquer là, et le stagiaire est protégé, et le tuteur est protégé. Je peux en citer d'autres, hein, mais bon, je pense que je vais laisser à M. Diouf de... Tu voudrais compléter? Oui, pour compléter, je le disais plus haut que ce manuel n'est pas un document théorique. Donc ça aussi c'est important parce qu'on parle de manuel, voilà, il n'y a pas que l'aspect théorique qui est mis en avant. C'est une réponse par rapport à une situation réelle ou à des situations réelles. Donc c'est ce que nous avons vécu, observé avec la première promotion. Donc le rôle de prévention dont tu parles, il est important puisque on n'est pas censé revivre les mêmes problématiques que l'année dernière. Donc les stagiaires de cette promotion qui portent le nom de la consul Adama Fall, normalement, voilà, s'ils ont le manuel, ils ne doivent pas faire les mêmes erreurs puisqu'on les a solutionnés dans ce manuel. Et le manuel, il joue un rôle essentiel de prévention. Donc il permet aussi, comme je l'ai dit, d'anticiper des situations que nous avons déjà observées. Et si je peux les citer, en fait, des incompréhensions culturelles, des difficultés d'intégration, un isolement, le manque de suivi. Donc si aujourd'hui, que ce soit du côté du tuteur ou du côté du stagiaire, nous avons abordé ces points et on les a bien détaillés pour que ça ait un sens pendant ces 6 mois. Donc la finalité dont on parlait tout à l'heure, organisationnelle et pédagogique et humaniste, voilà, sont bien mis au cœur de ce manuel. Donc c'est le moment aussi de faire ce rappel donc, à cette promo qui vient d'arriver de se procurer du manuel pour éviter ce genre de situation. Alors merci pour cette question qui me tient vraiment à cœur. Nous avons structuré des phases d'accompagnement, accueil, intégration, coaction et autonomisation. Chaque phase correspond à un niveau de responsabilité et de contrôle. Cela permet de limiter les risques et de sécuriser les parcours. Djiby, tu évoquais tout à l'heure la notion de polyvalence. C'est quelque chose qui est très important dans ce secteur. Donc, à tour de rôle, quels sont vos outils ou conseils pour renforcer justement cette polyvalence sur le terrain? Alors, la polyvalence, merci Kamechan, merci pour ces questions très pertinentes. Très pertinentes, je l'avoue. Alors, la polyvalence, oui. Mais la polyvalence à tout va, non. Alors, un exemple, je ne peux pas être un réceptionniste et qu'on me demande de couper des fleurs, quoi. Oui. Il faut que ce soit quand même cohérent. Il faut que ça soit cohérent. Alors, un hôtelier ou un réceptionniste doit être polyvalent. Parce que c'est un métier qui change très vite, qui bouge. Comme M. Gay le disait, un monde VK. VK, V comme volatile, I comme incertain. Le reste, je ne me rappelle pas, mais bon. Je vais en parler. C'est dans le manuel. C'est dans le manuel. Voilà. Donc, du coup, la polyvalence, parce que comme on est dans un monde qui change hyper vite, et que le monde de l'hôtellerie change hyper vite également, on se doit d'être polyvalent, on se doit être flexible. Pour moi, un réceptionniste, ou un directeur d'hôtel, par exemple, doit pouvoir faire une chambre. Ça, c'est impératif. Pour plusieurs raisons. Moi, ça m'est arrivé. Alors, moi, mon parcours, oui, aujourd'hui, peut-être je gère des entreprises, etc., mais j'étais veilleur de nuit. Lors de mes années d'études, j'étais un veilleur de nuit. Et il m'est arrivé à plusieurs reprises qu'on soit surbooké, parce qu'il y a eu un problème sur Booking ou un problème sur le logiciel. On est surbooké. J'ai 2-3 clients qui arrivent des Amériques latines à 2h, 3h du matin. Mais ils arrivent, ils me disent, ma chambre, je leur dis, mais écoutez, vous avez réservé où? Ils me disent, sur Booking. Je regarde sur Booking, réellement, ils ont réservé, mais ce n'est pas descendu dans le logiciel. Je fais quoi? J'ai 2 possibilités. Soit les reloger dans un autre hôtel. Bon, il faut prier que l'autre hôtel ait de la place. Alors, moi, mon cas, l'autre hôtel n'avait pas de la place. Les hôtels aux alentours n'avaient pas de la place. Tout était... Mais j'ai fait quoi? Mais je leur ai dit, donnez-moi 20 minutes. Je leur ai offert du café, je leur ai mis dans la salle du petit déjeuner. Je suis monté moi-même. J'ai fait les chambres. Et crois-moi,
c'est pas une partie de plaisir. Mais rapidement, je savais les faire. Donc très rapidement, je suis parti, j'ai fait 2 chambres. C'était une famille. J'ai fait les chambres, j'ai ouvert, j'ai aéré. 10 minutes après, je suis venu, allez, top. Ils étaient contents. Et donc là, j'ai fidélisé une clientèle. Ils ont donné une très bonne note à l'hôtel, etc. Et tout ça grâce à quoi? À la polyvalence. Donc, un bon réceptionniste également, et je vais finir par là, M. Diouf, pour moi, doit savoir faire de la plonge. Tu es réceptionniste, tu es dans un hôtel 3 étoiles, tu es réceptionniste. Le plongeur n'est pas venu. Mais le cuisinier, il est là. Donc, il y a le cuisinier qui fait les plats. Ce n'est pas son rôle à lui de faire la plonge. Toi, tu es à la réception. Vous êtes une équipe. Tu vas faire quoi? Tu vas le laisser se démerder? Mais non. Mais tu vas recevoir des clients. Et à chaque fois que tu n'as personne, tu cours à la cuisine, tu lui donnes un coup de main. Et à partir de là aussi, on aura une clientèle satisfaite. Et l'hôtel aura une bonne note sur Booking, sur d'autres sites. Grâce à quoi? À la polyvalence. Donc, la polyvalence, elle est importante, mais elle doit être encadrée. Oui, je suis tout à fait d'accord. Donc, la polyvalence, donc, en mot simple, hein, ce n'est pas de faire tout et n'importe quoi. Donc, des fois, on a tendance, quand on arrive dans une entreprise, de vouloir tout faire. Donc, ce n'est pas ce qu'on nous demande. Donc, et moi, j'encourage aux stagiaires, une fois sur place, d'observer, d'être à l'écoute, d'apprendre et de comprendre les différents environnements. C'est important. Mais pour moi, la polyvalence, elle ne s'improvise pas, elle se construit. Donc, il faut que ça soit encadré. Parce que nous aussi, on est garant de la formation et on est garant aussi au niveau des stagiaires. Les tuteurs, à la fois, en lisant ce manuel, ils connaîtront leur champ d'action. Donc les stagiaires, ils doivent faire quoi? Au-delà de la convention et de toutes ces paperasses. Mais voilà, ce manuel aide vraiment le tuteur dans la partie polyvalence à pouvoir encadrer le stagiaire. Et le stagiaire aussi à pouvoir se mettre des limites. Comme l'a dit Djibi, en fait, voilà, tu ne peux pas avoir des clients à la réception et laisser la réception pour aider le serveur. Donc il faut que ça soit, que ça soit cohérent. Et ça, dans le manuel, on l'a bien défini et mis en avant. Ah oui, parfaitement, Kamesh. La polyvalence doit être encadrée pour éviter les dérives. Elle est intégrée progressivement selon le niveau du stagiaire. Dans le manuel, il est expliqué que l'architecture du tutorat ne doit pas être figée et qu'une évaluation régulière est nécessaire. Pourquoi recommander cette évaluation plutôt que de la rendre obligatoire? Qui veut commencer? On est dans un processus d'amélioration continue. Donc rien n'est figé. J'ai retrouvé le monde VICA de Tonton Biram Gaye. Donc lui, je l'appelle Tonton Biram, pas Monsieur Biram. Et donc, il nous dit on est dans un monde VICA. V comme volatile, I comme incertain, C comme complexe et A comme ambigu. Et il nous dit dans ce monde, la mobilité internationale n'est pas un luxe, mais une nécessité stratégique. Bon, sinon on va sortir du sujet. Donc, de la question que tu viens de nous poser. Donc, pour dire que puisque nous sommes dans un monde VICA, qui est un monde qui est volatile et incertain, ce manuel ne peut pas être figé. Parce qu'aujourd'hui, les réalités d'aujourd'hui peuvent ne pas être les réalités de demain. Oui. Ça évolue énormément en termes de réglementation et aussi on est dans la mobilité internationale. Ce qui est valable en France peut ne pas être valable dans d'autres pays. Ou ce qui est valable au Sénégal peut demain ne pas être valable au Bénin si on prend des étudiants du Bénin ou des étudiants du Cameroun, etc. Donc, puisque tout est incertain, puisque on prend de partout. Donc, c'est pourquoi même on a pris la précaution d'écrire édition 2025. Oui. Pour dire que c'est l'édition 2025. L'édition 2026, on va en sortir un autre probablement, qui sera une continuité, et on mettra à jour ce qu'il faudra mettre à jour. Oui, M. Mboup l'a dit, l'évaluation permet d'ajuster le dispositif. Alors, je remercie au passage M. Diouf, le directeur pédagogique de tout le projet. Disons alors que l'évaluation doit être régulière, mais adaptable aux réalités du terrain. Voilà.
Je suis tout à fait d'accord. Là, en fait, en 2025, nous avons travaillé qu'avec des hôtels. En 2026, on a une chaîne de restaurants. Donc, les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc, en hôtel et en restauration, et nous, on s'est adapté par rapport à cela. Donc, voilà, on est dans l'amélioration continue, on ne cesse de s'améliorer et de, voilà, apporter des solutions concrètes qui peuvent être bénéfiques pour les stagiaires et les entreprises. Vous avez récemment lancé la seconde promotion du programme de mobilité internationale qui est constitué cette année de 21 stagiaires. Comment se passe la formation jusqu'ici? Est-ce que certains étudiants vous ont déjà exposé certaines difficultés? Est-ce que vous avez des comparaisons à faire par rapport à la précédente promotion? Bon, là je vais parler en premier quand même, mais bon, pour ma part, très sincèrement, c'est avec beaucoup de plaisir que je le dis. Hein, cette promotion montre déjà des signes très positifs. Et naturellement, voilà, je pense que c'était l'objectif hein, dès le départ. En 2025, il y a eu des axes d'amélioration. Et en 2026, on a très rapidement vu les évolutions positives. Donc voilà, car nous avons renforcé déjà la sélection, elle était beaucoup plus difficile que l'année dernière. Les critères de sélection, voilà, ils étaient vraiment hauts. Mais à la fois, c'était pour montrer notre crédibilité. Parce que c'est important dans ce genre de mobilité que les gens nous prennent au sérieux et puis que nous soyons sérieux dans ce que nous faisons avec nos partenaires ici, les entreprises, et aussi avec les écoles qui sont au Sénégal, avec nos partenaires institutionnels, et aussi la préparation qu'on a renforcée et aussi le suivi. Donc cette année, je me suis déplacé à Dakar pour poser les bases, pour faire le travail en amont avant leur départ. Donc voilà, en tout cas, aujourd'hui, il vient de commencer, mais jusque-là, tout est positif. Et on l'espère en fait pour la suite. Après, côté stratégique, commerce, business, je laisse M. Mboup. Alors, merci beaucoup M. Diouf et merci beaucoup aussi à Kamesh encore pour cette question. Il faut rappeler que M. Diouf a été reçu par le ministre du Tourisme oui. Sénégal. Donc il y a un mois de cela. Oui, il y a un mois. Avec M. Papa Abdoulaye, donc il les a reçus. Donc cela veut dire que c'est une reconnaissance étatique. C'est très important. L'État du Sénégal reconnaît ce que nous faisons et c'est encourageant. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ce projet représente notre RSE. Parce qu'il faut comprendre. Parce que, vous savez, quand on parle de voyage au Sénégal, les gens ont tendance à croire que il y a du deal derrière, il y a de la vente derrière, parce qu'il y a des gens, il y a des marchands de voyage, hein, donc qui vendent des voyages à l'étranger à des millions. Donc, c'est tellement récurrent que les gens peuvent penser que ce projet-là, alors que ce projet, franchement, c'est notre RSE. Parce que nous, entre M. Diouf, il a une entreprise, il travaille, c'est un professeur d'université en France, il a une entreprise de logistique en France. Nous, on a Ayos Solutions, on a Genesis, donc c'est le directeur pédagogique. Donc, on a notre travail, on génère du revenu dans ce travail-là. Et quoi de plus beau que de travailler 1, 2, 3 ans et se dire, écoute, j'ai une opportunité et cette opportunité que j'ai là, je vais en faire profiter à mon pays, mais aussi à mon pays d'accueil, parce que aussi ça fait 14 ans, 15 ans que nous habitons en France. Donc on peut dire on a fait nos humanités en France. Donc aujourd'hui, on ne peut pas aussi retirer que la France est une partie intégrante en nous, quoi. Donc du coup, quoi de plus beau que de faire profiter du Sénégal de cette mobilité, mais aussi d'en faire profiter à la France, qui est notre pays d'accueil, qui nous a accueillis, où on a fait nos études, etc. Donc, c'est notre RSE, je le redis, c'est important, j'insiste, mais c'est notre RSE, on le fait pour être reconnaissant envers le Sénégal, mais aussi envers notre pays d'accueil qui est la France. Et ça, on l'assume. Alors, ils sont arrivés le 29 mars. Les 11 premiers,
à Bagnolet, que tu connais très bien. On les a logés là-bas, avec Marie-Bernadette, professeure de caractérologie. M. Diouf est parti au Sénégal, c'est lui qui les a convoyés. Donc, ils sont arrivés par Air France, voilà. Donc, on a fait tout ce qu'on devait faire. Hein. Donc, ils sont arrivés le 29 au matin. L'après-midi, ouverture de compte bancaire, ouverture de ligne téléphonique, inscription à la sécurité sociale et visite de Paris. On est parti à la Tour Eiffel, voilà. Ce qui concrétise réellement que nous sommes arrivés en France. Le lendemain, très tôt le matin, on les a convoyés dans leur lieu de stage. Et c'est le moment de remercier Abdallah Faye, ton comment on l'appelle déjà? Co-animateur. Co-animateur. Donc, qui était là, avec aussi un autre ami, Abdurrahman, qui sont venus nous aider pour les accompagner. Donc, on a fait l'accompagnement administratif. Donc, le lendemain, ils ont rejoint leur lieu de stage respectif. M. Diouf est revenu une semaine après, donc c'est lui qui s'en occupe. C'est de toute la partie pédagogique, logistique, etc. Il s'en occupe. Donc, je pense que sur cette partie, il sera... Parce qu'il fait le suivi. Hein. Donc, avec Marie-Bernadette qui a géré la première partie du suivi, donc rapport d'étonnement. Ensuite, cours d'acculturation. Mais c'est M. Diouf vraiment, même en lien direct avec Marie-Bernadette qui s'occupe de toute cette partie-là. Bah écoute, on doit en recevoir demain 2. Demain, il y a 2 qui arrivent. Demain, parce qu'en fait, comme tu l'as dit, ils sont 21 stagiaires. Les 11 premiers sont arrivés. Il y en a une autre. Le 12. Une autre qui est arrivée le 12 dernier, c'est ça? La 12e, elle est arrivée la semaine dernière. La semaine dernière. Il y en a 2 qui arrivent demain. D'accord. 3 autres qui arrivent le 9 mai, c'est ça? Le 9 mai. Et ensuite, il y en a 4 qui arrivent le 10 juin. Le 10 juin. Voilà. Donc, je ne sais pas si... Oui, après moi, voilà, je disais que voilà, aujourd'hui, les retours sont positifs par rapport, par rapport à la même période de l'année dernière. Après, voilà, il faut être aussi lucide. Il y a certaines difficultés, c'est-à-dire voilà, le rythme de travail, l'adaptation, voilà, ça c'est des choses qui restent fondamentales, mais elles sont mieux aujourd'hui anticipées, elles sont mieux gérées, parce que voilà, c'est important aussi de le souligner. Voilà, ça c'est des, comme je le dis souvent, on est en amélioration continue et ça, on ne cesse de s'améliorer par rapport à ça. Et voilà, pour moi, là où il faut mettre l'accent, c'est ce que M. Mboup vient de dire. Ce n'est pas un projet migratoire. Donc, et ça aussi, je pense que c'était important de le souligner, même lors de mon audience avec le ministre. Ce n'est pas un projet migratoire. Donc, c'est une mobilité où on donne l'opportunité aux stagiaires ou à des jeunes qui sortent de l'école pendant 2-3 ans, qui n'ont pas eu de travail, qui n'ont fait que des stages, alors qu'ils sont qualifiés. En fait. C'est ça qui était dommage, en fait. Voilà. On leur donne cette opportunité pour qu'ils viennent en France se vendre, montrer leur savoir-faire. Donc si à l'issue, c'est-à-dire au bout de 6 mois, l'hôtel ou l'entreprise décide de les garder, tant mieux pour nous, on est contents. Parce que aussi, il faut savoir que le monde de l'hôtellerie ou dans les métiers en tension, la France peine à recruter. Nous aussi, voilà, on se doit à la fois d'être un couteau suisse, aider la France pour recruter et aussi aider l'État du Sénégal qui vient d'arriver, qui fait des efforts pour vraiment diminuer le taux de chômage. Donc c'est dans ce sens-là que notre programme s'inscrit. Alors merci Kamesh pour cette question. Le dispositif est aujourd'hui plus fluide. Les procédures mises en place permettent une meilleure anticipation. Effectivement, oui. Merci. Alors, les futures promotions sont vouées à être plus grandes. Vous comptez former 30 à 40 stagiaires par an dans vos objectifs de 2026-2027. Mais qui dit promotion plus importante dit aussi davantage de risques en matière d'encadrement et de suivi individualisé. Comment est-ce que vous comptez relever ce défi tout en garantissant la qualité de la formation ? Vous avez bien fait de le souligner. Quand on parle d'augmentation d'effectifs, mais il ne faut jamais prendre le risque de perdre la qualité.
Parce que ce qui fait aujourd'hui notre différence, c'est la qualité. Tout le monde parle de IOS Genesis, de la mobilité internationale, mais derrière, il y a une qualité. Il y a des personnes qui sont sérieux, qui travaillent au quotidien pour la réussite de ce projet. Donc, je pense que voilà, faut qu'on passe à l'étape supérieure, c'est-à-dire formation des tuteurs. C'est important. Donc, il faut qu'on si on a par exemple 40 stagiaires, moi aujourd'hui je suis le principal tuteur pour les accompagner, mais il faudra d'autres tuteurs qui seront formés à notre manière, voilà, par rapport à notre mobilité, comment on l'a conçu, ça c'est important. Donc, il faudra recruter et former les tuteurs, avoir des outils de suivi, très très performants, et aussi renforcer l'organisation pédagogique. Parce que c'est important, parce que les rapports de stage, les soutenances, les jurys, donc il faudra renforcer le suivi pédagogique. Et là, on y travaille parce que Genesis, au-delà de cette mobilité, c'est un centre de formation qui est en France, donc qui a des formations de réceptionnistes, de gouvernantes qu'on va bientôt lancer et de management. Donc c'est l'occasion aussi, voilà, de faire de la publicité pour Genesis. Mais voilà, cela va beaucoup nous aider si on s'élargit à l'international, que ce soit en Afrique, en Espagne ou sur d'autres pays, quoi. Je pense qu'il a tout dit, mais bon, je vais en rajouter, touche manuelle, avec toujours Tonton Biram Gaye, qui, à la page 116, pour ceux qui regardent, qui nous parle de l'ambassadeur, une fonction identitaire. Alors, pourquoi je parle de l'ambassadeur? Parce que, avant même d'évoquer M. Biram, ça, c'est une procédure. On peut l'appeler une procédure. Donc, nous, derrière, on écrit un manuel où on retrace toute la procédure et on donne les bonnes pratiques pour qu'une mobilité se passe bien. L'objectif derrière, c'est pour, voilà, si on a 60 ou 100, après, je vais être un peu en désaccord avec M. Diouf, mais bon, c'est pas grave, parce que lui, c'est son rôle de miser sur la qualité. Moi, je suis un peu plus orienté business. Bon. Donc, si on a un manuel qui marche bien et que ce manuel peut aider à mieux gérer une mobilité et que nous-mêmes, nous l'avons écrit, ça veut dire que nous pourrons maîtriser la gestion de 100 ou 150 ou 200 stagiaires qui viennent partout de l'Afrique. Parce que l'objectif aussi, c'est, comme la question que tu avais posée tout à l'heure, faire de telle sorte que le projet soit élargi dans énormément de pays. Mais pour te répondre, nous avons la capacité aujourd'hui, M. Diouf il le dit avec beaucoup de modestie, mais nous avons la capacité aujourd'hui d'accueillir une centaine de stagiaires et de pouvoir faire une gestion individualisée parce que, à petit modèle déjà, nous savons comment faire pour que si un jour nous avons beaucoup plus, que nous puissions les gérer. Donc ça c'est important, mais pas que ça. Ça serait, si on se limite qu'à ça, on serait trop suffisant. On ne serait pas modeste. Et moi, je vais être modeste comme M. Diouf. Donc, on peut parler de notions... je parlais tout à l'heure de Tonton Biram Gaye, il nous parlait d'alumni. Écoutez, il y a la première promo cette année, l'année dernière. Il y avait 16 stagiaires. Sur les 16 sont rentrés. 5 sont revenus en CDI. Alors, déjà, ceux qui sont revenus en CDI peuvent servir d'ambassadeurs. Ils ont profité gratuitement, ils ont payé 0 €, donc ils peuvent bien retourner à leurs jeunes, pas à nous, hein, mais à leur... J'ai tapé le micro, désolé. Donc, ils peuvent aider leurs jeunes frères à mieux appréhender la mobilité, etc. Donc ça, c'est un point. Mais même ceux qui ne sont pas revenus, ils sont venus en France, ils ont fait un stage. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas revenus qu'ils ont fait de mauvais stages, non. Il y en a certains qui ont fait de très bons stages, mais malheureusement, les hôtels dans lesquels ils étaient ne recrutaient pas. Donc ça aussi, c'est un point. Il y a un autre point. Là,
cette année, on a la deuxième promo. Pareil. Donc, cette deuxième promo, ils peuvent aussi faire partir des alumni et aussi aider les prochaines promos. Donc, si on a 1, 2, 3, 4 promos, ben, ça va faire beaucoup. Oui, on peut créer le système de ce qu'on parlait à la cérémonie. À la cérémonie, il y avait quelqu'un qui avait demandé mentorat. Le mentorat, ouais. On peut mettre des systèmes de mentorat parce qu'on aura l'année dernière 16, cette année 21, ça fait combien? Je ne suis pas fort en calcul mental, ça fait 40 à peu près, ou non? Oui, J'ai fait elle, donc voilà. Ça fait une quarantaine à peu près. Donc, si tu as 40 déjà, ben, vraiment sur certains détails, tu te libères, quoi. Voilà. Et donc, tonton Biram, je sais qu'il va nous regarder. Si je le cite sans pour autant dire ce qu'il a écrit, ça ne sera pas bien pour moi. Donc là, il nous parlait de l'ambassadeur, une fonction identitaire. Les 3 responsabilités de l'ambassadeur. Donc, responsabilité comportementale, responsabilité professionnelle, responsabilité symbolique. Pour M. Biram Gueye, chaque stagiaire devient automatiquement un ambassadeur dans 3 dimensions. A, l'ambassadeur de l'Afrique, il porte la dignité des valeurs et les cultures du continent. B, ambassadeur de la France, il contribue à la qualité du service et à l'image du secteur hôtelier. C, ambassadeur du programme. Donc c'est là où je voulais venir. Il incarne la vision humaniste des solutions de Genesis et des autres écoles. Donc, ambassadeur du programme, là, c'est ce que je parlais tout à l'heure, ils pourront aider leurs jeunes frères à mieux appréhender la mobilité internationale. Oui, effectivement, M. Diouf, il l'a très bien expliqué. Le passage à l'échelle repose sur la standardisation des procédures. Plus le cadre est clair, plus il est possible d'augmenter les volumes sans perdre en qualité. Oui, merci. Vous le disiez tout à l'heure, les jeunes que vous avez formés sont désormais des ambassadeurs du programme de mobilité internationale. Qu'avez-vous envie que ces jeunes apportent au secteur du tourisme au Sénégal et quelle est votre vision de leur contribution à la transformation et à la compétitivité de ce secteur? Merci Kamesh pour cette question. Écoute, déjà, il y a un proverbe Wolof qui dit chez moi, je vais le dire en Wolof, et après je vais essayer de le traduire en français. Tukki rek jàng la. Ça veut dire, le simple fait de voyager, c'est apprendre. Je ne sais pas si j'ai fait de la traduction littérale ou pas. C'est bénéfique, le simple fait de voyager. Le simple fait, là on ne parle pas de voyager pour faire un stage, on ne parle pas de voyager pour faire des études. Il dit, le proverbe dit juste, le simple fait de voyager, le simple fait de prendre un avion à Dakar et de venir à Paris, même pour errer dans les rues, tu apprends. Tu es en train d'apprendre. À plus forte raison maintenant, de prendre l'avion de Dakar à Paris, ou vice-versa, ou de prendre l'avion de Paris pour Dakar, peu importe. Donc, ce n'est pas parce que on n'apprend pas d'un seul côté, quoi. C'est dans les deux sens. Donc, maintenant, à plus forte raison, je disais, de prendre l'avion de Dakar à Paris. Pourquoi? Pour faire un stage dans le domaine de l'hôtellerie pendant 6 mois. Dans le domaine du tourisme pendant 6 mois. Dans le domaine de la restauration pendant 6 mois. Donc, là, tu n'es plus dans l'apprentissage, mais tu survoles, quoi. Donc, tu viens, tu fais 6 mois en France. Tu apprends énormément. Et quoi que l'on puisse dire, le secteur hôtelier français est plus développé que le secteur hôtelier sénégalais. Aussi, c'est un fait. Donc, ces jeunes viennent 6 mois pour acquérir des compétences. Ils ont acquis des compétences. Et d'ailleurs, ils vont acquérir des compétences. Il n'y a pas moyen, avec tout ce que je viens de dire tout à l'heure par rapport au rythme de progression, par rapport aux méthodes que nous avons mises en place pour que les stagiaires puissent acquérir des compétences lentement mais sûrement, au bout de 6 mois, s'ils rentrent au Sénégal, mais la première des choses, les hôtels qui vont les recruter, les restaurants qui vont les recruter, mais vont forcément, mais inévitablement, profiter de leur expertise obtenue en France. Et donc, l'année dernière, on avait 16, je le redis, 5 sont revenus, il y a 11 qui sont restés. Ces 11-là, s'ils intègrent des hôtels, des restaurants, etc., mais vont
énormément les servir par rapport, peut-être même, il se peut même que le directeur de l'hôtel ou le directeur du restaurant n'a jamais voyagé de toute sa vie. Donc tu fais face à un jeune dynamique, qui a 23 ans, 25 ans, très dynamique, qui a acquis de l'expérience en France. Mais écoute, ça ne peut que booster la compétitivité du secteur touristique sénégalais. Malheureusement, je vais faire peut-être un hors-sujet, malheureusement, sur les 11 qui sont rentrés, ils n'ont pas encore trouvé du travail. Oui, aux dernières nouvelles. Malgré Malgré tout. Malgré tout ce que tu veux. Ils ont fait 6 mois de stage en France. Ils sont repartis au Sénégal. Jusqu'à présent, ils n'ont pas trouvé de travail. Vous savez pourquoi? Mais écoutez, ils postulent. Moi, j'en ai parlé avec quelques-uns. Ils me disent oui, qu'ils postulent, qu'ils partent dans les hôtels, ils recrutent. Mais parce que, je ne sais pas. Peut-être c'est le taux de chômage, peut-être qu'ils n'ont pas de poste à les proposer, je ne sais pas. Mais en tout cas, après aussi, c'est de notre faute. Parce que pour moi, et d'ailleurs, c'est ce qu'on va corriger cette année, on en parle dans le manuel. L'année dernière, nous, on s'est limité à quoi? À les faire venir, à les suivre et potentiellement essayer de les trouver des contrats en France. Mais on n'a pas poussé le bouchon plus loin. C'est-à-dire on n'a pas essayé au niveau du Sénégal de créer des contacts avec des entreprises, des hôtels, etc. pour les dire, écoutez, on a de très bons profils qui sont en France. Ils vont venir tant. Est-ce que vous ne voulez pas en recruter 2 ou 3? Cette année, ça, on va le faire. On est en train de mettre en place un vaste réseau d'entreprises au Sénégal qui, 1 à 2 mois avant la fin du stage, vont même démarrer les entretiens par visio. Et comme ça, il n'y aura pas cette coupure-là. Parce que quand même, c'est énorme. On est au mois de mai. Oui. Presque. Donc, de novembre à mai, quand même, c'est énorme. Chômage. Pour des profils aussi intéressants, c'est dommage. L'occasion aussi d'inciter, je pense qu'on l'a mentionné dans le manuel, d'inciter nos partenaires, c'est-à-dire les écoles avec qui on travaille, de renforcer aussi ce suivi-là. Donc, puisqu'ils sont déjà au Sénégal, de travailler sur le suivi, sur l'après-stage. Après les 6 mois, ils font quoi? Donc, on les incite aussi, ça a été formalisé, à prendre ce relais-là et puis de proposer, ces stagiaires aux hôtels. Et là, lors de mon audience avec le ministre, j'en ai parlé. J'ai dit, là, monsieur le ministre, vous préparez les JOJ Dakar au mois d'octobre 2026. C'est l'occasion. Ils ont été formés pour accueillir ce type de clientèle. Mettez-les en avant. Ils seront efficaces et performants par rapport aux attentes. Donc, je l'espère qu'ils vont être recrutés pour ces JOJ. Et puis moi, en tout cas, nous, on leur souhaite le meilleur dans leur parcours professionnel. Oui, effectivement, Kamesh, comme l'ont si bien expliqué M. Diouf et M. Mboup ici présents, l'objectif est de former des profils capables de s'intégrer rapidement dans des environnements exigeants, surtout si les étudiants ils viennent de pays africains, disons, sous-développés ou bien en voie de développement vers une économie comme la France. Effectivement, cela passe par une structuration solide dès le départ. Avant de conclure cette interview, est-ce que vous avez un message à faire passer, un mot de la fin? Alors, oui, bien évidemment. Alors, ce matin, je me réveille vers 10h ou 9h du matin et j'entre sur LinkedIn et je tombe sur un passage de Michel Serres, qui est un philosophe français. Mais quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, mais écoutez, mais ça c'est pour l'interview, quoi. Ça c'est pour Kamesh. Alors, et ça parle et ça résume tout ce qu'on vient de dire. Alors, il nous dit, donc je vais prendre l'exemple sur toi. Si tu as du pain et que moi j'ai 1 euro et que j'utilise mon euro pour acheter ton pain, à la fin de l'échange, j'aurai le pain et toi tu auras l'euro. On est d'accord? Oui, d'accord. Cela semble être un échange parfait, équilibré. Au début, donc toi possède 1 euro, ou moi A, je ne sais pas, mais quelqu'un possède 1 euro, et B possède du pain. Ensuite, A a le pain et B a l'euro. C'est une transaction juste, mais purement matérielle. On est d'accord?
Alors, on vient de l'autre côté. Maintenant, imagine que tu possèdes un poème Verlaine où tu connais le théorème de Pythagore. J'étais nul en mathématiques, hein. Moi, je ne peux pas connaître. Donc, je te le donne. Et que moi, je ne connais rien de tout cela, et c'est vrai. Si tu me les enseignes, le poème, le théorème de Pythagore, si tu me les enseignes, à la fin de cet échange, j'aurai appris le poème et le théorème. Mais toi, tu continueras à les posséder aussi. C'est pas parce que c'est pas comme le pain. Le pain, tu me donnes le pain, je te donne 1 euro, tu n'as plus le pain. Mais là, tu as du savoir, tu me transmets ton savoir, poème et théorème de Pythagore. Moi, je ne savais rien, tu me les as appris. Maintenant, je connais, mais toi aussi, tu connais toujours. Tu gardes toujours ta connaissance. Donc, dans ce cas, il nous dit, il ne s'agit pas seulement d'un équilibre, mais d'une véritable croissance. Dans le premier exemple, nous avons effectué un échange commercial. Dans le second, nous avons partagé des connaissances. Alors que les biens matériels se consomment, la culture, elle, se diffuse sans limite et par transposition. Ça, le manuel du tutorat, c'est une transmission. Et on est gentil, quoi, parce qu'on connaît des secrets que nous avons partagés, quoi. Demain, toi, tu as envie de faire de la mobilité, devenir notre concurrent, mais tu peux l'utiliser. Donc, c'est une transmission pour tout le monde. Pour les étudiants, pour les stagiaires, pour les institutions et pour les futurs organismes comme nous, Aerogenesis, qui souhaiteront faire venir des stagiaires partout dans le monde. Et donc, je pense que Michel Serres, quand il écrivait ce passage il y a je ne sais pas combien d'années, parlait de Ayos, mais on n'était pas encore là. On est arrivé. Il avait la vision déjà. Oui. Et voilà, donc on se l'approprie. Et je te remercie énormément aussi pour cette deuxième fois. Et il y aura une troisième fois. Et c'est le moment même de l'annoncer. Le 5 octobre, cérémonie de clôture de la deuxième promo. Et la deuxième promo qui, je rappelle, porte le nom de la consul Adama Fall, Madame Adama Fall, que nous remercions énormément, qui est la présidente de la République des Sénégalais en France, hein, et elle joue son rôle pleinement. Nous la remercions également, et ça sera une cérémonie triple XL. Donc nous invitons tout le monde, et bien entendu, ça sera toujours avec l'infatigable Kamesh Katapoulé. Je lui avais promis qu'on n'allait plus jamais se quitter, et on ne se quittera pas, crois-moi. Je te remercie. Pour ma part, l'occasion de remercier toute l'équipe Ayos Solutions pour leur confiance, parce que voilà, ce n'est pas évident aussi, voilà, que je gère toute la partie pédagogique de ce programme. C'est un honneur pour moi, donc l'occasion de remercier le directeur général ici présent, M. Djibi Mboup, et toute l'équipe Ayos Solutions. Remercier aussi les personnes qui nous aident dans l'ombre, parce que voilà, nous sommes, c'est vrai que nous sommes devant, on nous voit souvent dans les réseaux, mais derrière il y a toute une équipe, c'est-à-dire nos amis, nos familles, et voilà, des parents à nous, et puis des bonnes volontés de part et d'autre qui nous aident, qui nous donnent des bons conseils, l'occasion de les remercier. On ne peut pas citer de nom, et te remercier aussi parce que voilà, à la dernière minute on t'a appelé, tu as voulu être présente avec l'homme de l'ombre Ousseynou pour voilà, à chaque fois participer activement à la réussite de ce programme. Donc voilà, et remercier aussi sans oublier nos partenaires, les écoles avec qui on travaille récemment. J'ai fait le voyage au Sénégal, donc je remercie M. Sidi Diémé, notre partenaire, voilà, qui nous a accueillis au sein de son école avec tous ces étudiants qui étaient à l'œuvre. Et voilà, pour cet accueil, qui a fait le déplacement jusqu'à l'aéroport AIBD pour accompagner tous les stagiaires. Donc c'était important de le remercier. Remercier aussi l'État du Sénégal à travers M. le ministre Amadou Ba, ministre du Tourisme, de la culture et de l'artisanat, je pense, si j'ai un peu mélangé, voilà, qui nous a reçus, et M. Babacar Ba, le secrétaire général du ministère du Tourisme, qui nous a reçus, et voilà, qui ont
je pense qu'ils ont salué l'initiative, parce que c'est important aussi quand des jeunes Sénégalais voilà, mettent en place un projet, voilà, être reconnaissant, c'est important pour nous, que l'État sénégalais nous reconnaisse, ça aussi je pense que c'était important, et aussi voilà, remercier tous les acteurs sur place qui nous ont facilité ces rencontres ou qui nous aident au quotidien pour la réussite de ce programme. Donc je remercie tout le monde. Alors, juste, désolé, hein. Alors, pour finir, hein, j'aimerais insister sur 2 personnes qui nous ont énormément aidés. Alors, Marie-Bernadette et donc on ne cessera jamais de la remercier assez. Donc là, il y a 2 semaines, on était à Bordeaux. On a fait le déplacement à Bordeaux. Donc, mais elle est magnifique. Magnifique. Et remercier donc M. Moussa Sen, qui a bien voulu préfacer ce manuel. Alors, donc, il fut, donc il est à la retraite actuellement. Donc, il fut un fonctionnaire du ministère du Tourisme. Il était également le DAF de l'ASPT, donc l'Agence sénégalaise de la promotion touristique. Et il a travaillé dans plusieurs ministères. Et par crochet, qui est aussi notre oncle à nous deux. Et on lui dit coucou tonton, merci beaucoup pour le soutien. Et nous t'aimons fort. Merci. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup à vous 3 pour ces échanges constructifs. Merci à Ousseynou Gueye pour l'image et le son. Et je rappelle que ce manuel du tutorat est disponible en ligne sur la plateforme BOD, Books on Demand, sur le site de la FNAC et sur vos plateformes. Sur nos plateformes. Effectivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi ces échanges et on se donne rendez-vous le 5 octobre prochain pour la cérémonie de clôture.